Bonsoir. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir François Rodier, qui va nous parler. J'ai pas le titre sous les yeux. Je sais que c'est du Big Bang, voilà, oui, c'est ça, thermodynamique de l'évolution. Et j'ai demandé à Roger Bonnet, grâce à qui nous avons le plaisir d'avoir avec nous François Rodier ce soir, de le présenter, parce que je crois que tu le connais bien. Et donc je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous aurez des questions ensuite à la fin de la conférence. Merci. Merci Daniel, c'est un plaisir d'introduire à cet auditoire fidèle de l'Institut d'astrophysique mon ami François Rodier, avec qui j'ai fait mes premiers pas dans la recherche dans les années, début des années 60. François Rodier est un ancien élève de l'école normale supérieure où il est allé entre 1956 et 1960, pardon. Et il est entré au service d'aéronomie où je suis entré moi aussi quelques années plus tard, en 1958, pour passer un diplôme qui lui permettait de passer son agrégation en 1960. Puis il a rejoint le service d'aéronomie, l'observatoire de Marseille, où il a permis d'obtenir une thèse expérimentale, extrêmement complexe, extrêmement fine aussi, de physique très fine, qui consistait à mesurer les profils des raies du Soleil avec des jets atomiques de strontium. Il l'a passé en 1964, c'est-à-dire 4 ans après son agrégation, ce qui, à l'époque, pour une thèse expérimentale, était un record, et le reste sans doute. Puis, il est allé une année plus tard à Kitt Peak, où il a utilisé les facilités solaires de l'observatoire pour améliorer les performances de son expérience. Et là, il s'est intéressé aux oscillations du Soleil, qui lui ont permis, une fois revenu en France, et nommé à Nice, à la faculté des sciences de Nice, de fonder le département d'astrophysique et d'être vraiment à l'origine de l'hélioséismologie, c'est-à-dire la sismologie du Soleil, au moyen des oscillations. Et ces oscillations, une fois analysées, permettent de déduire beaucoup de choses sur la structure interne du Soleil, du centre jusqu'à la surface. À l'université de Nice, François Rodier a enseigné la thermodynamique. Le premier cours qu'il ait donné, c'était en thermodynamique. C'est peut-être pour ça qu'il s'en est souvenu et que ce soir, nous avons le droit et le plaisir d'écouter cette conférence. Il est ensuite parti de 1984 à 1988 aux États-Unis à nouveau, à l'observatoire de Kitt Peak à nouveau. Et là, il s'est intéressé aux techniques d'optique adaptative qui permettent de corriger la turbulence et les mouvements de l'atmosphère au foyer d'un télescope terrestre, et qui a été effectivement une technique qui a été fortement développée et qu'on utilise aujourd'hui beaucoup dans tous les observatoires, en particulier au VLT. Et de 1988 à 2006, il a créé une équipe de 4 personnes, je crois, d'optique adaptative à l'université de Hawaï. Depuis 2001, il est à la retraite. Et comme beaucoup de gens qui sont à la retraite, il ne s'est pas endormi. Il s'est intéressé, parce que son cerveau travaille tout le temps, à la biologie et à l'évolution. Et vous allez ce soir écouter, je pense, ce qu'il va nous dire sur ces deux disciplines. Bon, merci Roger pour cette introduction. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Bonjour à tous. Oui, comme l'a dit Roger, il y a 2 ans, on a célébré le 50e anniversaire du service d'aéronomie du CNRS, dans lequel j'ai fait mes premiers pas avec Roger de la recherche. À cette époque-là, on était des jeunes chercheurs très enthousiastes. On allait révolutionner le monde, améliorer le sort de l'humanité. Et à l'occasion de cet anniversaire, on a rencontré les anciens. J'ai revu Roger, et puis on s'est aperçu qu'on avait les mêmes préoccupations. Ces préoccupations, c'est après 50 ans de progrès scientifique et technique sans précédent, tout devrait aller on ne peut mieux et tout semble aller on ne peut plus mal. Alors j'avoue que pour des chercheurs qui ont consacré leur vie au progrès, de voir qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est le progrès, est-ce que c'est à quoi ça nous mène,
Bon, c'est le genre de questions que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous se posaient, et au point de publier des livres. Alors le premier, c'est le directeur du laboratoire qui a commencé, il a donné le mouvement en publiant ce livre terrible, Introduction au siècle des menaces. Si vous le lisez, c'est assez pessimiste. Ensuite, on a André Lotbeau qui nous a fait l'honneur de venir ici, qui a publié 2 livres très intéressants. L'un s'appelle L'engrenage de la technique, ça dit bien ce que ça veut dire, oui. Et aussi L'enfermement planétaire, qui sont très intéressants, et je vous conseille vivement la lecture. Et bien sûr, Roger Bonnet qui est ici, avec Volger qui était directeur de l'Observatoire européen. Ils ont publié, je vais le montrer ici, son livre en anglais, « Est-ce que l'humanité va survivre encore 1000 siècles ?» 1000 siècles, c'est à peu près l'âge de l'Homo sapiens. Est-ce qu'on va encore vivre 1000 siècles? Alors, juste à ce moment-là, on se rencontrait. Roger m'a dit, mon livre va sortir dans quelques mois. Alors, je lui ai dit, c'est rudement intéressant, je m'intéresse à ça aussi. Et puis, je lui ai dit que j'avais quelques idées sur la question, que je pensais que j'avais des idées sur le sort de l'humanité. Alors il m'a dit, écoute, viens nous expliquer tout ça à Berne. Alors il est très gentil, il m'a invité à Berne, je suis allé exposer. Je suppose que ça lui a plu, ma réponse, puisqu'il a récidivé. Et il m'invite ici à venir exposer ça. Voilà. Alors, avant de commencer l'exposé, je voudrais commencer par dire quelques petits mots sur la notion d'évolution, qui est une notion très intéressante. Il faut dire que si on remonte dans le passé, c'est une notion nouvelle. En fait, elle date du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. Au Moyen-Âge, on n'avait aucune idée de la notion de progrès. Pour les gens du Moyen-Âge, l'humanité était telle que Dieu l'avait créée, elle était toujours pareille. Il y a peut-être des petits changements, peut-être des cycles entre les périodes de vache maigre et de vache grasse, mais progrès, il n'y avait aucune notion de progrès. Et ça, on ne se rend pas compte, parce que pour nous, le progrès est tellement évident qu'on n'imagine pas qu'au Moyen-Âge, on n'ait pas la notion de progrès. Alors, en fait, tout a commencé au XVe siècle, et je reviendrai là-dessus, avec l'invention de la typographie. On a commencé à publier des livres, et au XVIe siècle, les gens ont appris à lire. Et pourquoi ils ont appris à lire? Pour lire la Bible. Parce que la Bible, à cette époque-là, c'était l'explication de l'univers, la solution de qu'est-ce que c'est l'univers, et c'était dans la Bible, donc il fallait lire la Bible. Et bon, au XVIIe siècle, il y a quand même quelques savants qui ont dit bon, il y a quand même la science qui peut aussi donner quelque chose, expliquer un peu ce que c'est que l'univers. Blaise Pascal balançait entre la religion et la science, avec son fameux pari. Quant à Descartes, carrément, il prônait une approche rationnelle qu'on a appelée ensuite le cartésianisme. Donc on arrive à cette notion que l'approche rationnelle peut expliquer ce que c'est que l'univers. Et au XVIIIe siècle, les données s'accumulent, la connaissance humaine s'accumule, il y a de plus en plus de livres, et d'où l'idée de faire une encyclopédie, on met toutes les connaissances de l'humanité ensemble. Et de son côté, Buffon, alors Buffon fait sa propre encyclopédie qu'il intitule L'histoire naturelle. Et si on ouvre l'histoire naturelle de Buffon, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que un peu partout, on découvre qu'en haut des montagnes, il y a des fossiles de coquillages. Des fossiles de coquillages en haut des montagnes. Tout le monde sait que les coquillages, c'est au fond de la mer, c'est pas en haut des montagnes. Alors, tout le monde se pose des questions. Et, bon, ça veut dire que, un jour, les montagnes ont été sous la mer, donc peut-être la Terre évoluait. Et puis, les animaux, les plantes, les végétaux, il y avait des coquillages qu'on ne voit plus maintenant. Donc il y a eu autrefois des animaux qui n'existent plus maintenant, donc il y a eu évolution. C'est là que vraiment est apparue clairement cette notion d'évolution. Lamarck était passionné de lire l'œuvre de Buffon, et il s'est passionné par l'évolution des animaux, et il se rend compte que il y a une évolution en ce sens qu'on va d'animaux ou de plantes simples à des plantes et des animaux de plus en plus complexes pour arriver à ce qu'il appelle la perfection, entre guillemets, de l'homme. Et à cette époque-là, l'homme, c'était l'aboutissement de l'évolution, bien sûr. Mais il ne trouve pas d'explication. Pourquoi il y a cette évolution? Alors il faut attendre Darwin pour trouver une explication. Darwin s'aperçoit que les paysans à côté de lui, ils arrivent à faire évoluer les vaches ou les plantes
en les sélectionnant, on appelle ça la sélection artificielle, et il se dit, mais peut-être ça marche aussi naturellement dans la nature, il y en a qui sont plus adaptés à l'environnement que d'autres, et donc il propose cette explication de ce qu'il appelait la sélection naturelle. Hypothèse qui a dominé toute la biologie jusqu'à nos jours, qui domine encore, bon, avec quelques améliorations, comme on verra. Mais on arrive en 1900. En 1900, au moins, il y a une chose qui n'évolue pas, c'est l'univers. L'univers ne peut pas évoluer, l'univers, il a toujours été là. Et Einstein pense que l'univers n'évolue pas. Quand il écrit son équation cosmologique, il trouve que ça devrait évoluer. Alors il rajoute une constante qu'il a appelée la constante cosmologique pour que ça ne bouge pas, parce que l'univers, ça peut... Et puis, 15-16 ans après, enfin c'était en 1929, très exactement, Hubble s'aperçoit que les galaxies s'éloignent, l'univers est en expansion. Donc même l'univers évolue. Alors Einstein se dit, il a dit, c'est la plus grande bourde de ma vie que j'ai fait en rajoutant cette constante. Il a appelé ça la plus grande bourde de sa vie. Donc vous voyez, même en 1900, on pensait encore que l'univers n'évoluait pas. Maintenant, on sait que l'univers évolue. Donc tout évolue. Alors tout évolue. Le problème, c'est quand vous arrivez dans une situation où tout évolue, les étoiles, la Terre, les espèces animales et végétales naissent, meurent. Est-ce qu'il y a des lois de l'évolution? Et s'il y a des lois de l'évolution, quelles sont ces lois? Alors c'est à cette question que je vais essayer de répondre. Alors pour trouver la réponse, en fait c'est une mathématicienne, une femme mathématicienne qui s'appelle Amy Newton, qui a dit s'il y a des lois, alors il y a un invariant. Et ça c'est la réaction maintenant de tous les physiciens. On a un problème où tout varie. Et bien, pour s'en tirer, il faut chercher une quantité qui ne varie pas. Le physicien appelle un invariant. Et l'invariant, les physiciens le connaissent. C'est l'énergie. Il y a quelque chose qui se conserve, c'est l'énergie. Donc la réponse, c'est l'énergie se conserve, ce qui veut dire que l'évolution obéit aux lois auxquelles obéissent l'énergie, et les lois auxquelles obéissent l'énergie, c'est les lois de la thermodynamique. D'où le titre de ma conférence qui vous a peut-être un peu surpris, la thermodynamique de l'évolution. Du Big Bang aux sociétés humaines, alors bon, c'est peut-être un peu hardi, mais je vais vous montrer que ces lois, on les retrouve partout, depuis l'origine de l'univers, le Big Bang, jusqu'à notre vie de tous les jours. Comment évoluent les sociétés humaines. Alors, voilà le plan que j'ai suivi, divisé en 4 parties. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que sont les lois de la thermodynamique. Ensuite, je vous parlerai du Big Bang, l'évolution de l'univers, je vous montrerai que c'est une conséquence. Ensuite, je vous parlerai de l'évolution de la vie, l'évolution darwinienne. Et puis, je finirai par l'évolution de l'humanité pour répondre à la question de Roger. Alors, les lois de la thermodynamique, au début, au 19e siècle, il y a 2 lois. Bon, on parle souvent de principes, il y a plus que 2 principes. Je simplifie ici en appelant ça des lois plutôt que des principes. Il y en a 2 lois fondamentales. L'énergie se conserve, mais l'énergie se dissipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie se conserve, vous savez qu'il existe des tas de... On parle d'énergie, c'est un concept très abstrait, là, le concept d'énergie. Mais de nos jours, c'est tellement important qu'on entend parler d'énergie tout le temps. On entend parler d'énergie électrique, d'énergie chimique, d'énergie nucléaire, d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie ceci, d'énergie cela. Mais c'est tout la même chose, ça se mesure tous avec la même unité. En fait, ce qui vous intéresse, c'est le flux d'énergie. Le flux d'énergie, ça se mesure en watts. Vous avez tous, quand vous achetez une ampoule électrique, vous vous demandez ça consomme combien de watts. L'énergie, ça se mesure en watts, quelle que soit sa forme. Mais ça se dissipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça se dissipe? Ça veut dire que ça se transforme en chaleur. Mais la chaleur aussi, c'est une forme d'énergie. C'est pareil comme les autres, mais c'est une forme un peu particulière. Alors, comment prendre les images? Alors, j'ai réfléchi à une image. Les physiciens aiment bien comparer l'énergie à un fluide qui se propage, mais plus particulièrement à du sable, parce que l'énergie, c'est fait de petits grains qu'on appelle les quanta, et puis le sable, c'est fait de grains de sable. Donc, je vais comparer l'énergie, pour faciliter, à du sable. Alors, ce sable, vous pouvez le mettre dans différents emballages. Vous pouvez le mettre dans une bouteille, dans une casserole, c'est des différentes formes électriques, chimiques, etc. Vous transvasez de l'un dans l'autre, c'est toujours le même sable. Vous le transvasez dans des récipients différents, l'étiquette est différente, c'est tout. Mais quand vous transvasez d'une casserole dans une bouteille, je ne sais pas si vous avez essayé, vous en mettez partout du sable. Celui que vous avez intéressé, c'est celui qui s'est dissipé. C'est ça la chaleur, vous l'avez mis partout. Alors qu'il y a un moyen, si vous êtes propre, vous mettez un journal, vous faites ça sur un journal, donc vous avez du sable qui s'est répandu sur votre journal, vous voulez le récupérer. C'est impossible de le récupérer, mais la meilleure façon de le récupérer, si vous avez un journal, c'est vous soulevez le journal. Tout doucement, vous introduisez une pente, ce que les physiciens appellent un gradient, et le sable va couler dans la casserole, vous pouvez en récupérer. Et puis plus vous inclinez, plus vous récupérez facilement. La chaleur, c'est pareil.
il faut introduire un gradient. Mais cette fois, c'est un gradient de température. Vous ne pouvez récupérer de l'énergie sous forme de chaleur qu'à condition d'introduire un gradient. Et ce gradient, c'est un gradient de température. Et plus le gradient de température est élevé, plus vous en récupérez. Mais vous en récupérez jamais totalement. Voilà. Alors ça, c'est ce qui a été découvert par le fondateur de la thermodynamique, le français Sadi Carnot. Alors, Sadi Carnot, vous avez peut-être entendu parler d'un président de la République. Bon, ça, c'est son oncle. Il avait un frère qui s'appelait Hippolyte, qui a eu un fils qui est devenu président de la République. Voilà. Alors lui, c'est l'oncle. Alors il est tout jeune, là, dans son habit de polytechnicien, il est très sympathique. Mais si vous voyez la date de sa mort, il est mort à 36 ans du choléra, le pauvre. Alors il a écrit un livre qui s'appelle « De la puissance motrice du feu », où il fonde une nouvelle science, la thermodynamique. Alors, ça, il a donc pratiquement créé les deux lois, encore qu'on lui donne plutôt la deuxième loi que la première, mais, parce que la première n'avait pas complètement été démontrée expérimentalement, mais la suppose valide. Donc, pratiquement, Carnot a fondé la thermodynamique avec les deux lois. Mais c'est ce qu'on appelle la thermodynamique à l'équilibre. Alors, j'ai comparé l'énergie à un fluide. Bon, un autre fluide, c'est l'eau. L'eau, c'est un fluide. La dynamique des fluides, c'est une science. Elle se divise en deux parties, l'hydrostatique et l'hydrodynamique. C'est deux parties différentes. L'hydrostatique, c'est l'étude de l'eau à l'équilibre. L'hydrodynamique, c'est l'étude de l'eau en mouvement. Pour l'énergie, c'est pareil. Il y a l'étude de la chaleur à l'équilibre. C'est la thermodynamique à l'équilibre qu'on aurait dû appeler thermostatique. Heureusement, on a appelé ça thermodynamique. C'est pas de chance. On aurait dû vraiment l'appeler thermostatique. On s'est trompé au départ. Bon, alors du coup, on dit thermodynamique à l'équilibre. Enfin, pensez thermostatique si vous voulez. Et puis la thermodynamique hors équilibre, qui est vraiment la vraie thermodynamique. Mais cette vraie thermodynamique, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Tout ce qui est en mouvement, c'est plus difficile que ce qui est en repos. Et il a fallu attendre, après la dernière guerre mondiale, on doit ça à Ilya Prigogine, un physicien, physico-chimiste, d'origine russe, mais né en Belgique, et il a fait ses études à l'université de Bruxelles, il est même devenu prof à l'université de Bruxelles, et il a eu le prix Nobel en 1977, justement, pour avoir fondé la vraie thermodynamique, c'est-à-dire l'étude de l'énergie en mouvement. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que ces deux aspects de la thermodynamique. La thermodynamique à l'équilibre, ça s'applique au système fermé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système fermé? C'est un système où on ne peut ni faire rentrer ni faire sortir de l'énergie. Alors pensez par exemple une bouteille thermos, la chaleur ne peut pas rentrer ni en sortir, et puis il faut qu'elle soit immobile, etc. Vous mettez dans une bouteille thermos de l'eau, des glaçons, vous secouez bien, vous posez, c'est inhomogène, il y a des solides, des liquides, il y a des mouvements, puis vous attendez. Au bout d'un certain temps, vous ouvrez délicatement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a plus que de l'eau, il n'y a plus qu'une... Et puis, il n'y a plus qu'une seule température, et tout, c'est de l'eau tiède. Au lieu d'avoir de l'eau chaude et de la glace, on n'a plus que de l'eau tiède. Il n'y a plus de différence de température, plus de mouvement, tout s'est arrêté. On est arrivé à ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Donc, un système fermé se désorganise, toute structure tend à disparaître, et tout tend vers le repos, qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Un système ouvert, vous ouvrez le système, vous laissez pénétrer l'énergie va traverser le système. C'est tout le contraire qui se produit. Le système s'auto-organise, des structures apparaissent, et des mouvements apparaissent. Alors pour vous montrer ça, je vais vous donner deux exemples. D'un système fermé, vous mettez une mouche dans une boîte, vous fermez la boîte. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va continuer à respirer l'oxygène, mais bientôt il n'y aura plus d'oxygène, il n'y aura plus rien à manger, elle meurt là. Puis son corps se décompose, tous les mouvements s'arrêtent, tout revient à l'équilibre thermodynamique. On est tous condamnés à revenir un jour ou l'autre à l'équilibre thermodynamique. Mais bon, maintenant, par exemple, vous apportez de l'énergie. Vous prenez une casserole d'eau, vous la mettez sur le feu. Vous apportez de l'énergie, l'énergie va traverser la casserole d'eau. Qu'est-ce que vous voyez apparaître? L'eau se met en mouvement. L'eau qui est au centre de la casserole, qui est plus chaude et moins dense, donc va monter, puis elle va redescendre dans les bords plus froids, ça s'appelle des courants de convection. Donc il y a des mouvements qui apparaissent, et puis des différences de température. Donc il y a des structures qui apparaissent et des mouvements qui apparaissent. Vous voyez que c'est tout le contraire. La thermodynamique hors équilibre, c'est le contraire, c'est ce qu'on appelle un système ouvert. Alors, Prigogine a appelé ça des structures dissipatives. Qu'est-ce que c'est une structure dissipative? C'est une structure qui apparaît et qui ne subsiste que tant qu'il y a de l'énergie. Si vous arrêtez l'énergie, la structure dissipative disparaît. Elle ne se maintient
que grâce à un apport constant d'énergie. Il faut toujours apporter de l'énergie. Si vous apportez plus d'énergie, la structure se décompose, elle disparaît. Alors, en fait, l'univers est fait que de ça, pratiquement. Une étoile, c'est une structure dissipative, c'est de l'énergie gravitationnelle qui se transforme par l'intermédiaire des réactions nucléaires en rayonnement. C'est une structure dissipative. Un cyclone, les cyclones apparaissent, il y a des différences de température, il y a des mouvements qui apparaissent dans l'atmosphère terrestre. C'est une structure dissipative. Si vous coupiez l'énergie solaire, le cyclone, il s'arrête. Un être vivant. Alors c'est ça qui est extraordinaire, parce que là on a une théorie qui s'applique aux êtres vivants. Nous sommes des structures, si on s'arrête de manger, pas pour longtemps, il faut constamment apporter des calories, sous forme de nourriture, pour subsister. Une société humaine, il faut apporter de l'énergie. Puis on sait que maintenant on en a besoin d'énergie, on ne parle que de ça, d'énergie, on va manquer d'énergie. Voilà. Bon, vous voyez la puissance de la thermodynamique permet de comprendre beaucoup de choses. Alors, le grand mystère, c'est qu'est-ce que c'est que l'auto-organisation? Une structure dissipative s'auto-organise. Alors, c'est là où la science et la religion s'affrontent. Est-ce que quelque chose peut se créer tout seul? Il y a des choses qui se créent tout seul. On en voit, je ne sais pas si vous êtes allé au sport d'hiver, vous avez regardé les flocons de neige, c'est merveilleux. Ça se fabrique tout seul. Et c'est d'une organisation extraordinaire, c'est d'une beauté. Ils sont tous différents les uns des autres. Ils sont magnifiques. Donc, il peut y avoir... Alors ça, les physiciens appellent ça une transition de phase. Ça veut dire le passage de la phase liquide à la phase solide, par exemple, etc. Ça s'appelle des transitions de phase. C'est une transition entre deux états différents de la matière. Alors, on appelle ça une transition de phase abrupte. Pourquoi une transition de phase abrupte? Parce qu'il faut quand même... Ça ne se crée pas vraiment tout seul, il faut un germe, un grain de poussière, une charge électrique pour déclencher. Voilà. Alors ça s'appelle une transition de phase abrupte. Donc, si je prends un exemple, une poule, il faut un œuf, c'est le germe. Donc ça serait, si on prend par analogie, ça ressemble à une transition de phase abrupte. Alors, est-ce qu'il existe des transitions de phase où il n'y a besoin de rien du tout, aucune information à partir de zéro? Oui, il en existe, mais alors c'est moins connu. C'est ce qu'on appelle les transitions de phase au point critique. C'est celles-là qui vont nous intéresser. Qu'est-ce que c'est une transition de phase au point critique? C'est une transition de phase qui se produit, mais à une température et une pression bien déterminées. Et à ce moment-là, ça se produit à partir de rien du tout. Alors, j'ai ici quelques exemples. Ce que vous voyez là, c'est un appareil un peu compliqué parce qu'il faut maintenir une pression assez élevée. Ça se fait soit avec du gaz carbonique, soit avec maintenant on le fait avec de l'hexafluorure de soufre qui permet, au lieu de monter à 73 bars pour le gaz carbonique, il faut monter à 37 bars seulement. Donc en général, on le fait maintenant avec l'hexafluorure de soufre. Mais c'est parce que les températures et les pressions sont raisonnables pour une expérience de laboratoire, de démonstration. C'est une expérience qu'on fait, une expérience de cours qu'on fait dans un cours de physique à la Sorbonne. Je suppose qu'on les fait encore. Il faut un tube de verre assez épais pour pas que le verre explose. Alors vous avez un tube de verre assez épais, puis vous avez une colonne de mercure qui vient comprimer le fluide, qui est, par exemple du gaz carbonique. Et vous avez aussi, ça ne se voit pas trop ici, une double enveloppe avec un courant d'eau à la bonne température pour maintenir le fluide à la bonne température. Alors qu'est-ce que vous observez ici? Vous observez qu'un ménisque, ici vous avez un liquide, et ici ça vous paraît évident qu'en dessous il y a du liquide, qui est comme dans ce verre d'eau, ici il y a du liquide, puis au-dessus il y a du gaz. Et là c'est pareil, ici vous avez le liquide, ici le gaz, et ici vous avez ce qu'on appelle un ménisque. C'est quelque chose qui reflète la lumière parce que la densité du liquide n'est pas la même que la densité du gaz. Mais si vous augmentez tout doucement la température et la pression de façon à passer juste à la température et à la pression critique, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que le reflet qui est là devient de plus en plus pâle. Puis à un moment donné, il disparaît. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où est le liquide, où est le gaz? Le liquide et le gaz ont exactement la même densité. Donc il n'y a plus de reflet, il n'y a plus rien, c'est la même phase. On est passé d'un mélange de deux phases à plus qu'une seule phase. Alors, qu'est-ce qui se passe si on revient en arrière? Est-ce qu'on voit réapparaître le ménisque? Non. On ne voit pas réapparaître le ménisque. Malheureusement, ici, je n'ai pas de bonne image. Ici, il y a plein de bulles. Alors, faites pas attention aux bulles. C'est des bulles dans l'eau qui était un peu chaude. Ça fait des bulles.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est au bout de la flèche, il y a une zone un peu grisâtre. C'est ce qu'on appelle l'opalescence critique. À un moment donné, alors que tout était parfaitement transparent, ça se met à diffuser la lumière. Un peu comme le brouillard se met à diffuser la lumière. Mais il y a une différence avec le brouillard. Si vous regardez le brouillard à la loupe, vous voyez des gouttes d'eau. Si vous regardez ça à la loupe, vous voyez toujours la même chose, l'opalescence. Puis vous regardez au microscope, vous voyez toujours la même chose, l'opalescence. On appelle ça l'invariance par changement d'échelle. Quelle que soit l'échelle, ça a toujours le même aspect. Alors retenez bien ça, c'est une caractéristique fondamentale de l'opalescence critique. Ça a toujours le même aspect à l'œil nu, au microscope ou à la loupe, quel que soit le grandissement, c'est le même aspect. Alors effectivement, si vous descendez un peu plus bas en dessous du point critique, alors, mais seulement à ce moment-là, des petites gouttes d'eau vont apparaître qui vont grossir, puis elles vont tous se rassembler au fond, et vous retrouvez la situation précédente avec deux phases, une phase liquide en dessous et une phase gazeuse au-dessus. Donc voilà ce que c'est que l'opalescence critique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1987, un physicien danois qui s'appelle Per Bak, avec ses collègues, a montré que les structures dissipatives s'auto-organisent à la manière des transitions de phase continues. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, j'ai oublié de dire que la thermodynamique maintenant porte un autre nom. On appelle ça la mécanique statistique. Donc je dirais indifféremment thermodynamique ou mécanique statistique. Et les thermodynamiciens ou les gens qui font de la mécanique statistique s'aperçoivent qu'ils aboutissent à des lois universelles qui s'appliquent à des tas de choses qui n'ont rien à voir apparemment avec les uns avec les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des structures peuvent être très différentes. Une société humaine, ça n'a rien à voir avec une étoile ou avec apparemment. Mais ces structures différentes dissipent de l'énergie et le processus de dissipation d'énergie est le même. Donc il y a des lois qui sont les mêmes et qu'on va retrouver à des structures vraiment extrêmement différentes. On retrouve les mêmes lois. Et une particularité, c'est que le processus d'auto-organisation, c'est ce processus-là. Alors, quelles sont ses propriétés? C'est les propriétés des transitions de phase continue, qui sont aussi les propriétés, je ne sais pas si vous êtes intéressé à maintenant, il y a une branche des mathématiques qui s'appelle la dynamique non linéaire. En dynamique non linéaire, les mathématiciens appellent ça une bifurcation. Alors, qu'est-ce que c'est une bifurcation? Je vais monter une petite expérience pour vous montrer ce que c'est qu'une bifurcation. Alors, c'est pas difficile. Bon, vous voyez, vous pouvez faire l'expérience chez vous, elle n'est pas sorcière. La première chose qu'il faut, c'est des fluctuations. Alors, des fluctuations, on va parler de plein de fluctuations. Vous avez entendu parler de fluctuations thermiques, peut-être de fluctuations quantiques, en astronomie, on parle de fluctuations gravitationnelles, etc. Là, il faut que j'introduise une petite fluctuation. Alors, j'ai introduit une petite fluctuation. Alors, j'ai introduit une petite fluctuation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu amplification des fluctuations. Vous n'avez pas vu les fluctuations, vous n'êtes aperçu de rien. Mais vous avez vu ce qui s'est passé, il y a la boule qui est tombée. Bon. Il y a eu rupture de symétrie. C'était parfaitement symétrique, maintenant c'est asymétrique. Bon. Et puis, apparition et mémorisation d'informations. Oui. Ici, j'ai mis exprès 0, 1. Vous savez, l'information, ça se mesure en bits. C'est soit 0, soit 1. Là, j'ai enregistré une information. Je ne sais pas, j'ai enregistré, c'est 1. Okay. J'ai enregistré un bit d'information. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que si de l'information est apparue, c'est parce que c'était imprédictible. Je ne savais pas si la boule allait à droite. Si c'était prédictible, il n'y aurait eu aucune information puisque je savais à l'avance. Donc l'apparition d'informations, c'est caractéristique de ces processus qui sont imprédictibles. Un processus imprédictible où il y a apparition et mémorisation d'informations. Bon. Et alors la quatrième propriété un peu plus difficile à comprendre, c'est l'invariance par changement d'échelle. J'aurais pu vous bâtir un monument gigantesque, vous faire ça tout petit, vous auriez dû venir tout près pour le voir. Ça aurait marché pareil. Il n'y a pas de dimension caractéristique. Alors, et surtout, c'est qu'une bifurcation ne reste rarement toute seule. Quand la bille ou la boule tombe, elle va en faire tomber deux autres, chacune va en faire tomber deux autres. Ce qu'on observe, ce n'est pas une bifurcation, c'est une cascade ou une avalanche de bifurcation, une arborescence de bifurcation. Et cette invariance par changement d'échelle fait que cette arborescence de bifurcation, alors là, je ne sais pas si vous avez, ceux qui s'intéressent à ça en mathématiques, les mathématiciens appellent ça une arborescence fractale, une structure fractale. C'est quelque chose qui est invariant par changement d'échelle.
Donc vous avez des cascades de bifurcation qui sont invariantes par changement d'échelle. Et ça, on va le retrouver partout dans la dissipation d'énergie. Des arborescences de bifurcation invariantes par changement d'échelle. Alors, y compris en sciences humaines. Alors, je ne résiste pas à vous donner un exemple de cascade de bifurcation en sciences humaines. Vous allez me dire à quoi ça peut bien ressembler une cascade de bifurcation en sciences humaines. Ben, j'ai pris une petite... c'est tiré d'un almanach de Benjamin Franklin. Je ne sais pas si vous savez, Benjamin Franklin, il a commencé sa carrière comme éditeur, imprimeur. Il publiait des almanachs. Les gens aimaient bien parce qu'il racontait des petites histoires comme ça dans son almanach. Il dit, faute d'un clou, le fer fut perdu. Il s'agit d'un fer à cheval, bien sûr. Le clou est parti. Bon. Faute d'un fer, le cheval fut perdu. Faute d'un cheval, le cavalier fut perdu, etc., etc. Puis alors, le royaume fut perdu à la fin. C'est une avalanche énorme. Alors, toutes les avalanches ne sont pas énormes comme ça. Elles sont très rares, heureusement. C'est des catastrophes pareilles, c'est très rare. Mais de temps en temps, ça s'arrête à la deuxième ligne, de temps en temps à la troisième ligne. Alors, très souvent, ça s'arrête à la première ligne. Puis, des fois, ça va à la deuxième, puis parfois, ça va très loin. Ça peut aller très loin. Bon. Alors, ça vraiment amène à Perbach, qui dit ben, l'énergie se dissipe comme ça, elle se dissipe en produisant des avalanches dont l'amplitude est inversement proportionnelle à la fréquence. Inversement proportionnelle à la fréquence. Ça veut dire que plus elles sont petites, plus il y en a. Puis alors, il y en a énormément de toutes petites. Puis il y en a un peu d'un peu plus grosses, et puis un peu moins d'encore plus grosses, et puis exceptionnellement des avalanches énormes, destructrices. Alors les exemples, ben, Perbach, il aime bien comme exemple, alors si vous lisez les livres de la littérature de Perbach, son exemple canonique, c'est le tas de sable. Alors je reviens, moi j'ai dit tout à l'heure, je fais une analogie entre l'énergie et du sable. Si vous versez du sable, qu'est-ce qui se passe? Vous dissipez, hein, vous versez du sable carrément comme ça, ben, ça va faire un tas. Puis le tas, il va monter, puis vous arrivez à un certain moment où vous atteignez une pente critique. Ah, voilà. On retrouve la notion de point critique ou de pente critique. Et quand vous arrivez à cette pente critique, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe pas nécessairement quelque chose, mais danger. Vous arrivez dans une zone de danger parce que si vous continuez, ça monte, ça continue à monter, puis d'un seul coup, pouf, des avalanches. Alors, des fois, ça peut monter assez haut avant que l'avalanche parte. Des fois, les avalanches partent tout de suite. C'est imprévisible, mais il y a des avalanches qui se forment. Il se forme beaucoup de petites avalanches, de temps en temps des avalanches un peu plus grosses, et rarement des avalanches énormes. Et la loi est en 1 sur F. Alors ça, les gens ont fait des expériences. Alors depuis Perbach, tout le monde s'est fait des expériences avec du sable, avec du riz. Mais si vous allez en montagne, vous savez qu'en montagne, les avalanches dans la neige, d'ailleurs on les déclenche avec des grenades, des trucs comme ça. Et les gens qui déclenchent après se sont amusés à mesurer la hauteur des avalanches ou la largeur des avalanches. Ils ont fait la statistique. Ils ont trouvé que c'était en 1 sur F. C'est inversement bon. Ça obéit parfaitement. C'est un processus. Et puis, bon, un autre exemple canonique, c'est les tremblements de terre. Ben, c'est pareil, l'énergie géothermique se dissipe à travers la croûte terrestre en provoquant des fissures qui, de temps en temps, provoquent des fissures encore plus grosses. Vous avez une avalanche de fissures qui forment un tremblement de terre. De temps en temps, les sismographes enregistrent continuellement des choses comme ça. Vous ne les sentez pas. Mais de temps en temps, ah oui, ce matin, j'ai senti la terre un peu trembler. Bon, une fois, 2 fois, ici en Europe, ça, c'est pas tous les jours. Ça dépend des endroits, bien sûr. Mais des fois, ben, vous savez qu'un tremblement de terre, ça peut être catastrophique. Heureusement, c'est très rare. Donc, c'est une loi en 1 sur 1. Alors, j'arrive à la 3e loi de la thermodynamique. Jusqu'à présent, on dit c'est très bien, ces avalanches, mais bon, on sait que les systèmes à l'équilibre, les systèmes fermés, ils vont vers l'équilibre thermodynamique, mais les systèmes ouverts, ils tendent vers quoi? Pourquoi il y a des avalanches à un moment donné? Alors, pendant longtemps, on a soupçonné cette 3e loi. Maintenant, depuis 2003, on a une démonstration qui est encore un peu quelquefois discutée entre spécialistes. On a enfin une démonstration mathématique en termes de mécanique statistique. Les systèmes ouverts s'auto-organisent pour maximiser le flux d'énergie dissipé. Alors, je reviens à mon expérience d'état stable. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous arrivez à la pente critique, et à ce moment-là, il commence à se produire des avalanches. Donc, c'est là où l'énergie, où la dissipation est la plus forte. Et ça va tendre à se dissiper, à s'étaler. C'est là où la dissipation commence. Donc, le moment où ça se dissipe, c'est le moment où il y a des avalanches. Donc, le point critique, c'est le moment où la dissipation d'énergie est maximale. Donc, ces structures dissipatives tendent automatiquement vers un certain état critique. Alors, en fait, on s'est aperçu de ça surtout avec
que c'est les géophysiciens qui se sont aperçus de ça. Vous avez le Soleil qui envoie de l'énergie sur Terre. Évidemment, à l'équateur, le Soleil est haut placé, il chauffe beaucoup plus qu'au pôle où le Soleil est bas sur l'horizon. Donc il y a plus de chaleur qui arrive à l'équateur qu'au pôle. Donc qu'est-ce qui va se passer? La différence de température entre le pôle et l'équateur, elle augmente, puis vous arrivez à une pente critique, comme le tas de sable, où à ce moment-là, il y a des avalanches qui se déclenchent. C'est d'ailleurs des cyclones et des anticyclones qui vont propager la chaleur de l'équateur vers le pôle. C'est ça toute l'atmosphère terrestre, ça consiste à faire des mouvements qui vont propager la chaleur depuis l'équateur jusque vers le pôle. Et puis ces cyclones et ces anticyclones, ils vont se casser en cyclones de plus en plus petits, etc., et fabriquer ce qu'on appelle la turbulence dans l'atmosphère. Et c'est Kolmogorov qui a montré que la turbulence suivait une loi fractale d'invariance par changement d'échelle. On s'en est aperçu à ce moment-là. Donc vous voyez que c'est la même chose que l'état stable, ce qui se passe. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que l'atmosphère terrestre était dans un état de dissipation maximale d'énergie. Elle est dans un état de dissipation maximale d'énergie. Alors, ce qu'a montré aussi De Waard dans sa démonstration, eh bien, il aboutit au fait que l'énergie qui se dissipe fluctue en 1 sur F. Il retrouve la loi en 1 sur F de Perbach. Donc ça va tout à fait dans ce que j'explique ça. Alors, je vais donner ici une analogie pour vous donner une idée qui a été suggérée par Perbach. Vous mettez des voitures, alors c'est plus des grains de sable, c'est des gros grains de sable, c'est des voitures. Vous mettez ça sur une autoroute, vous en mettez de plus en plus, et vous cherchez à mettre le maximum. Et à un moment donné, où le maximum il est obtenu quand vous obtenez des embouteillages. Donc la criticalité auto-organisée, c'est la création d'embouteillages. Vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire comme dissipation d'énergie. Voilà. Alors j'espère que, voilà, c'est tout ce que je dirais sur la thermodynamique, j'espère vous avoir fait comprendre, en gros avec les mains, en quoi ça consiste la thermodynamique requise. Alors j'arrive à l'évolution de l'univers. L'évolution de l'univers, alors je commence tout de suite, il y a un gros problème avec l'univers. Un gros problème avec l'univers parce que quand on demande à un physicien de donner un exemple de système fermé, il dit il n'y a qu'à prendre tout l'univers. Forcément, si on prend tout l'univers, c'est fermé. Donc l'univers doit tendre vers l'équilibre thermodynamique. Regardons. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout le contraire. On voit que le rayonnement cosmologique, je ne sais pas, ici je suppose que vous avez entendu parler des tas de fois du rayonnement cosmologique primordial à 3 degrés K qu'on observe dans l'espace. Et bien qu'est-ce qu'on découvre? C'est une loi, il est à l'équilibre thermodynamique. C'est le rayonnement du corps noir. On découvre donc à l'origine, l'univers était très chaud, et il était à l'équilibre thermodynamique. Et maintenant, il est de moins en moins. Des tas de structures apparaissent, s'organisent, des galaxies, des étoiles. Les étoiles apparaissent. Des différences de température apparaissent spontanément. Mais c'est le contraire qui devrait se produire. Si on va vers l'équilibre, les différences de température elles devraient disparaître. Non, elles apparaissent spontanément. Il ne faut pas du tout à l'équilibre thermique. Donc il y a un paradoxe. Alors, comment résoudre ce paradoxe? Alors, là, je vais être un peu hardi. Je pense que ce paradoxe il a été résolu en 1998, mais curieusement, les astronomes n'ont pas l'air de s'en rendre compte vraiment. Alors, je ne sais pas s'il y a des cosmologistes ici, mais ils ont découvert que l'expansion de l'univers n'est pas constante, elle s'accélère. Alors, d'abord, il faut que j'explique ce que c'est, mais vous savez certainement déjà en venant ici, ce que c'est que l'horizon cosmologique. La vitesse d'éloignement des galaxies est d'autant plus grande que les galaxies sont plus loin. Et il arrive un moment où la vitesse d'éloignement d'une galaxie devient égale à la vitesse de la lumière. À ce moment-là, la galaxie, plus rien ne peut nous arriver, elle disparaît. Les galaxies qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, on ne peut pas les voir. Donc il y a un horizon cosmologique qui est cette limite qui limite l'univers observable. Après, on ne sait pas ce que c'est. Alors, tant que l'univers grandit, si on peut dire, à vitesse constante, il y a effectivement, l'univers observable est un système fermé. Mais s'il y a une accélération, des galaxies que vous voyez aujourd'hui, leur vitesse va augmenter, puisque tout s'accélère. À un moment donné, elles vont dépasser la vitesse de la lumière, elles vont disparaître derrière l'horizon cosmologique. Donc l'univers observable est ouvert. Donc il peut s'auto-organiser. Le paradoxe est résolu. Alors, l'univers observable est ouvert. Alors comment il s'organise? Je vais parler du Big Bang. Avec le Big Bang, tout le monde a entendu parler d'inflation. L'inflation, c'est justement une accélération terrible de l'expansion de l'univers.
Donc c'est une façon d'ouvrir l'univers qui permet de s'auto-organiser donc à la matière de ce qu'on en sait. Alors rappelez-vous les propriétés des fluctuations qui sont amplifiées. C'est quoi ces fluctuations? Tout le monde a entendu dire que l'univers est né d'une fluctuation quantique. Donc vous avez bien une fluctuation quantique qui est amplifiée. Vous avez des avalanches, les voilà les avalanches qui produisent des particules. Vous avez rupture de symétrie. Tout le monde a entendu parler de rupture de symétrie. Vous avez entendu parler de matière et d'antimatière. Pourquoi on est fabriqué avec de la matière et pas d'antimatière? Ça aurait pu être aussi bien. Il y a eu rupture de symétrie. À un moment donné, on est fabriqué de matière. Alors, invariance par changement d'échelle, opalescence critique, il doit y avoir invariance par changement d'échelle. Ça, on le voit encore dans le rayonnement cosmologique. Mais on le voit dans les fluctuations du rayonnement. Maintenant, on a réussi à envoyer des satellites assez sensibles pour voir non seulement le rayonnement à 3 degrés K, mais les fluctuations du rayonnement à 3 degrés K. Et ces fluctuations, pour les comprendre, clairement, on voit qu'il y a invariance par changement d'échelle. C'est tout à fait analogue à l'opalescence critique. Donc, vous voyez, tous ces phénomènes d'opalescence critique, on les retrouve dans le Big Bang. Alors, c'est bien les transitions de phase continues. Alors, on les retrouve partout dans l'auto-organisation de l'univers, amplification des fluctuations. Alors, j'ai parlé de fluctuations quantiques, mais les étoiles, comment elles se forment? À partir de fluctuations gravitationnelles. Et vous avez des avalanches qui se produisent, des instabilités, on appelle l'instabilité de Jeans. Et les étoiles, d'abord, on a eu des avalanches de galaxies, et les galaxies nous fabriquent des avalanches d'étoiles. Les fluctuations thermiques, les cyclones naissent de fluctuations thermiques. Et les êtres vivants, si vous écoutez les biologistes, eux, ils parlent de fluctuations génétiques. C'est la même chose. Eux aussi, ils parlent de fluctuations qui sont amplifiées. Pensez, si vous partez d'une petite graine, ou une espèce nouvelle, rupture de symétrie. J'ai parlé de matière et d'antimatière. Il y a les cyclones et les anticyclones. Et la vie. Le jour où est apparue la vie, c'était une énorme rupture de symétrie, l'apparition de la vie. Je ne sais pas si on vous a parlé de la chiralité, c'est quelque chose que Pasteur a découvert, que toute la vie est asymétrique. Il y a des molécules organiques qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir, comme la main gauche et la main droite ne sont pas superposables, elles sont des images à travers un miroir l'une de l'autre. Mais toutes les molécules organiques, il n'y a pas les deux, il n'y en a qu'une. Et si vous regardez un être humain, regardez les escargots, c'est une coquille en spirale, ils tournent toutes dans le même sens. Vous ne trouverez jamais un escargot qui tourne dans le mauvais sens. Toute la vie est asymétrique. Apparition et mémorisation de l'information. Alors là, je vais en parler en long et en large. La vie, c'est exactement l'apparition et la mémorisation de l'information. Et l'invariance par changement d'échelle, je n'ai pas le temps d'en parler, mais même la vie est invariante par changement d'échelle. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Kléber qui dit que le métabolisme est proportionnel à la puissance 3/4 de la masse, et ça va depuis les organismes unicellulaires jusqu'aux éléphants. C'est invariant par changement, c'est le processus de dissipation d'énergie. Et ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que c'est un processus invariant par changement d'échelle? C'est une structure fractale, arborescence, c'est une arborescence, la vie, une arborescence fractale qui montre que la vie est optimisée pour maximiser la dissipation d'énergie. Les structures fractales sont typiques des structures qui maximisent la dissipation d'énergie. C'est ce phénomène. Alors j'arrive à quelque chose qui est mal connu ici. C'est un certain Eric Jones qui a publié ça en 1980, dans un livre qu'il a appelé L'univers qui s'auto-organise. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il s'est aperçu qu'il y avait en fait deux sortes d'évolution. Une macro-évolution, qui fabrique des grosses choses, des superamas, des amas, des galaxies, des étoiles, des planètes, etc. Et puis des petits éléments. D'abord, alors, le Big Bang, oui, en fait, il y a eu 3 avalanches. Ce n'est pas une avalanche, c'est 3 avalanches successives dans le Big Bang. Il y a d'abord avec 3 ruptures de symétrie qui correspondent aux forces fondamentales différentes. Il y avait d'abord formation des quarks, puis ensuite formation des hadrons, c'est-à-dire les protons, les neutrons. Et puis après, enfin, il y a encore la formation des leptons, c'est-à-dire les électrons. Alors, je n'ai pas mis de flèche là, parce que c'est tout noir, on ne sait pas ce qui s'est passé là. La lumière ne peut pas passer au travers, parce qu'il a fallu attendre que les électrons se réunissent avec les protons pour que les photons puissent partir. Okay? Donc, je ne sais pas, mais alors s'il y a des cosmologistes dans la salle, moi j'ai remarqué qu'il y avait 3 structures là et 3 structures là. Alors, on a envie de les relier comme ça, mais il faudrait demander un peu aux cosmologistes de réfléchir à la question. Hein. Et puis après, les atomes légers, ils se condensent pour former des étoiles.
Mais les étoiles, dès que les étoiles, pof, il se déclenchent des avalanches qu'on appelle des réactions nucléaires, qui sont des réactions en chaîne. Les réactions en chaîne, c'est bien, ça part exponentiellement, c'est bien une avalanche. Une avalanche qui produit quoi? Des atomes lourds. Et ces atomes lourds, ben, ils sont disséminés dans l'espace, ils vont se recondenser dans l'environnement circumstellaire pour former des planètes. Et quand l'oxygène et l'hydrogène, qui sont des atomes lourds, se retrouvent dans l'environnement, ils se retrouvent ensemble, ben, l'oxygène et l'hydrogène, ça fait de l'eau. Et puis, bon, bien d'autres choses, le gaz carbonique, le carbone et l'oxygène, ça fait le gaz carbonique, etc. Bon. Donc, on arrive dans les planètes, il y a formation de molécules. Puis, dans certaines planètes, alors, il faut remarquer qu'ici, c'est dans des endroits de plus en plus localisés dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas partout dans l'univers. C'est dans des endroits de plus en plus localisés dans le temps et dans l'espace, on trouve des structures très pointues dans le temps et dans l'espace, qui dissipent de plus en plus d'énergie. Alors effectivement, les molécules sur Terre ont fabriqué un océan, c'est pas partout que l'eau pouvait être restée à l'Italie, et cet océan c'était favorable à la formation de chaînes moléculaires. De même, les étoiles sont favorables à la formation d'atomes lourds, les planètes à la formation de molécules, les océans avec des chaînes moléculaires. Les chaînes moléculaires, très lentement, se sont arrangées pour former les prokaryotes, c'est-à-dire les bactéries. Bon, alors je n'ai pas le temps d'aller plus loin, excusez, mais vous voyez cette oscillation entre une microévolution et une macroévolution. Alors je vais vous montrer autre chose qui est sur l'évolution de l'énergie dans l'univers. Comment mesurer l'efficacité? J'ai dit que c'était de plus en plus efficace. Alors c'est un astronome, Eric Chesson, qui a dit on peut mesurer l'efficacité en watts par kilogramme de matière. Alors il s'est amusé à tracer une courbe en portant en fonction de l'âge de l'univers l'efficacité de la dissipation d'énergie en watts par kilogramme de matière. Alors vous avez les galaxies, les étoiles. Alors oui, l'univers s'est formé le Big Bang là. Il a fallu du temps pour arriver aux galaxies, puis alors, ça monte à toute vitesse. Alors on va voir que, en fait, ce processus, c'est un processus d'évolutif, et c'est ça vraiment l'évolution, qui s'auto-accélère. C'est un processus de plus en plus. On est en plein en fait, nous sommes à la pointe de cette auto-accélération de la dissipation d'énergie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous regardez l'homme, ça peut surprendre, on dissipe 10 000 fois plus d'énergie par unité de masse, à masse égale, on dissipe 10 000 fois plus d'énergie que le Soleil. Ça peut vous choquer, mais vous faites le calcul, hein, c'est bien ça. On dissipe 10 000 fois plus d'énergie que le Soleil. Bon, voilà, alors je m'arrête ça pour l'évolution de l'univers, bon, voilà pour les astronomes qui sont intéressés à l'astronomie. Maintenant, je passe à l'évolution darwinienne. Alors, bon, l'évolution darwinienne, bon, c'est tout ce que Darwin a dit, la sélection naturelle maximise les chances de survie et les taux de reproduction des individus. En fait, elle favorise les individus les mieux adaptés à un environnement donné. Il faut bien comprendre que dans un environnement donné, ben, ceux qui sont disciples qui sont les plus adaptés, c'est ce qu'a dit Darwin, vont se multiplier davantage, et finalement, c'est ceux-là qui vont l'emporter. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1922, il y a un mathématicien, un statisticien américain qui s'appelle Lotka. Il était passionné de biologie, puis c'est lui qui, je ne sais pas si vous avez entendu parler des équations de Lotka-Volterra sur l'évolution des proies et des prédateurs. Lotka a dit que la sélection naturelle, en fait, maximise le flux d'énergie qui traverse une structure organique. Et il a même jusqu'à dire qu'elle fonctionne comme une troisième loi de la thermodynamique. Mais en 1922, vous vous rendez compte, cette troisième loi, j'en ai entendu parler. Maintenant, elle est démontrée. Alors, il n'y a pas longtemps, en 2003, on a au moins une démonstration mathématique, mécanique statistique, qu'effectivement, une structure dissipative s'auto-organise pour maximiser le flux d'énergie qui la traverse. Ben voilà. Ben, c'est ça la sélection naturelle. La sélection naturelle est une conséquence de la maximisation de la dissipation d'énergie. Alors, ben, c'est une loi de physique, c'est pas une loi de biologie. Ben oui, ça marche en physique. Regardez, je reprends ma casserole d'eau sur le feu. Si je mets une casserole d'eau sur le feu, je mets une différence très faible de température. À ce moment-là, le meilleur mécanisme, le plus efficace, c'est la conduction. La conduction, vous savez, c'est ce qui se passe dans le manche d'une casserole. Il n'y a rien qui bouge dans le manche d'une casserole. La chaleur se propage. Si c'est un manche en bois, ça va, vous n'allez pas vous brûler, mais si c'est un manche en cuivre, ça conduit bien la chaleur. Donc, la conduction conduit la chaleur. Mais si vous augmentez la différence de température, alors la conduction est moins efficace que la convection, parce que la conduction est proportionnelle, le flux est proportionnel à la différence de température.
Tandis que pour la convection, le flux est proportionnel au carré de la différence de température. Donc il y a un seuil critique au-delà duquel c'est la convection qui l'emporte. Alors qu'est-ce qu'elle fait? La nature, la sélection naturelle, choisit le processus qui dissipe le plus d'énergie. Ben, vous avez un exemple de sélection naturelle en physique. Bon, en physique, il y a quelques exemples comme ça. En biologie, c'est constamment ça. Alors, j'arrive à la biologie moderne maintenant. Bon, peut-être vous avez lu, je ne sais pas, il y a un livre très connu, publié en 1976 par un Anglais qui s'appelle Richard Dawkins, qui s'appelle Le gène égoïste. Et qu'est-ce que dit Dawkins? Il dit que la sélection naturelle n'agit pas du tout sur les individus, comme le pensait Darwin. En fait, elle agit sur les gènes. C'est ce qu'on appelle le néo-darwinisme, ou la théorie du gène égoïste. C'est le gène qui se reproduit, il fait tout pour se reproduire de plus en plus. Puis nous, on suit. Nous, pour Dawkins, on est un véhicule fabriqué par nos gènes pour survivre et se multiplier. Voilà, c'est tout ce qu'on est. On est des véhicules. La théorie du gène. Alors, qu'est-ce qu'a trouvé Dawkins là? Il a retrouvé tout seul les lois de la thermodynamique, c'est-à-dire que, en fait, c'est l'information qui se reproduit. Alors, j'ai dit qu'une structure dissipative mémorise de l'information. Ces avalanches, il apparaît de l'information qui est mémorisée. Alors, il faut quand même que je dise ce mot que je n'ai pas dit encore. J'ai parlé de plein de thermodynamique sans prononcer le mot entropie. Alors, je suppose de dire comment lui, il nous parle de thermodynamique, il n'a jamais parlé d'entropie. Alors, qu'est-ce que c'est l'entropie? Si vous ouvrez un ouvrage thermodynamique, il y a deux choses importantes, l'énergie et l'entropie. L'entropie et l'information, c'est la même chose au signe près. C'est-à-dire que si vous diminuez l'entropie, mémoriser l'information, ça veut dire diminuer l'entropie. Une structure dissipative qui s'auto-organise, elle diminue son entropie pour en exporter le plus possible. Voilà. Elle diminue son entropie. Donc, en fait, elle mémorise de l'information. Et qu'est-ce que fait un animal? Il mémorise de l'information de son environnement. Il s'adapte à son environnement pour maximiser la dissipation de l'énergie. Alors, il y a une différence entre l'énergie et l'information. Ils sont liés, puisque l'information permet la dissipation de l'énergie. Mais si je vous donne un peu d'énergie, moi je ne l'ai plus, je l'ai perdu. Mais si je vous donne un peu d'information, je l'ai toujours. Ah, je l'ai toujours. Oui, il y a un proverbe chinois qui dit, si vous donnez un poisson à un individu, vous le nourrissez pour la journée. Mais si vous lui apprenez à pêcher, vous le nourrissez pour la vie. Donc l'information est bien plus efficace pour dissiper l'énergie que l'énergie elle-même. Donc, pour dissiper l'énergie, il faut multiplier l'information. Eh bien, lorsque la vie est apparue, la nature a trouvé un processus, un moyen, pour dupliquer, multiplier l'information. Donc, pour accroître terriblement la dissipation d'énergie. Et du coup, toute l'évolution s'est engouffrée dans ce processus de multiplication de l'information qui permet de dissiper de plus en plus d'énergie. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous avez vu la courbe de Chasson. Tout s'accélère, la dissipation d'énergie. Alors, cette découverte par la nature de ce processus de multiplication de l'information, en fait, la dissipation d'énergie, brutalement, localement, s'est mis à s'accroître très vite. Alors, si je prends une espèce vivante, elle maximise la dissipation d'énergie en s'adaptant à l'environnement. Donc, elle mémorise dans ses gènes l'information sur l'environnement. Bon. Mémorisation dans les gènes. Pour les animaux un peu plus évolués, on appelle ça processus d'apprentissage. Quand on arrivera aux sociétés humaines, on appellera ça prise de conscience. C'est tout la même chose. Hein. Pour le moment, j'en suis à la mémorisation de l'information dans les gènes. Plus ces gènes mémorisent l'information, plus elles dissipent d'énergie. Mais plus elles dissipent d'énergie, plus vite elles modifient son environnement. Et plus vite elle modifie son environnement, plus vite elle doit se réadapter, puisqu'elle est plus adaptée à son environnement qu'elle a modifié elle-même. Donc vous avez un processus en boucle qui s'auto-accélère. C'est une boucle positive, un feedback positif, comme disent les cyberneticiens, qui s'accélère de plus en plus. Alors c'est un biologiste qui s'appelle Leigh Van Valen qui a découvert ça dans les années 73. Et il a donné un nom très imagé, il a appelé ça l'effet de la reine rouge. Alors je ne sais pas si vous avez lu Alice au pays des merveilles, c'est le tome 2. En anglais, ça s'appelle de l'autre côté du miroir. Il y a la reine rouge qui dit à Alice, ici, il faut courir le plus vite possible pour rester sur place. Ben voilà la situation en est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans ce moment où tout s'accélère, il faut courir le plus vite possible pour travailler plus pour gagner plus, n'est-ce pas? Bon, l'extinction des espèces.
Alors, le problème, c'est ça. Une espèce modifie son environnement en épuisant ses ressources, en dégradant son environnement. Et puis aussi, il y a la concurrence avec les autres espèces. Je parlais des équations de Lotka-Volterra, c'est la compétition entre les espèces, entre la proie et le prédateur. Quand la proie évolue, le prédateur doit évoluer réciproquement, donc tout va de plus en plus vite. Et seulement les gènes, c'est les gènes qui s'adaptent. Les gènes, il y a un moment, les gènes, ça évolue lentement. Ça évolue par mutation, et puis une mutation, on en observe une tous les 1000 ans, en gros. À un moment donné, ça va trop vite. Les gènes ne peuvent pas évoluer. Qu'est-ce qui se passe si les gènes n'évoluent pas? Ben, vous avez le phénomène d'extinction des espèces. Les espèces s'éteignent. Alors, j'en arrive à une autre quelque chose d'intéressant aussi, qui a été découvert dès 1967 par Wilson et MacArthur. Ils ont montré qu'il y avait deux sortes de sélection naturelle, la sélection R et la sélection K. Dans un environnement instable, la sélection naturelle favorise le développement rapide d'un grand nombre de petits organismes. Si c'est instable, ce qui est important, c'est d'être capable d'évoluer rapidement. Un organisme, un gros organisme, une grosse structure, va disparaître. Hein. Donc, c'est les petits mammifères ou la savane à ce moment-là qui prolifèrent. Par contre, dans un environnement stable, on observe au contraire le développement lent d'un grand nombre de gros organismes comme les dinosaures et les arbres, qui s'adaptent plus difficilement au changement. Alors, ce qu'il faut rendre compte, c'est qu'on observe en fait une alternance entre la sélection R et la sélection K. L'énergie se dissipant de plus en plus vite, l'environnement change de plus en plus vite, et lorsque les espèces s'éteignent, elles sont remplacées par d'autres, plus petites. Hein, les petits mammifères remplacent les dinosaures, enfin, ils auront remplacé les dinosaures, mais si vous regardez dans la nature, quand les grands arbres, le climat change, c'est les grands arbres qui sont fragiles, qui meurent, et c'est la savane qui reprend. Hein, les petites structures qui reprennent. C'est ça. On a donc alternance entre une macroévolution lente et une microévolution rapide. Alors, je vous rappelle ce qu'on a vu sur l'évolution de l'univers. Il y a la macroévolution et la microévolution. On a l'alternance. Ça ressemble fort, enfin, c'est moi qui le dis, mais ça ressemble fort entre cette alternance de sélection R et de sélection K qu'on trouve en biologie. Alors, on va voir que c'est un phénomène très général, en fait. Et en fait, ça nous amène ce phénomène que Jay Gould, je ne sais pas si vous avez entendu parler du biologiste Jay Gould, on l'a beaucoup vu à la télévision discuter avec Dawkins, ceux qui sont intéressés dans les années 90 ou 2000, sur l'évolution. Jay Gould, c'est un paléontologue. Hein. Donc lui, il regarde dans les couches rocheuses, puis il trouve qu'il y a des couches où il y a plein de fossiles. Au Cambrien, on trouve de tout. Puis après, il y a plus rien de nouveau. Puis à nouveau, beaucoup de choses qui apparaissent. Donc l'évolution pour Gould n'est pas régulière, il a appelé ça les équilibres ponctués, une période stationnaire puis une période d'évolution rapide. Donc je parlais d'évolution, de macroévolution lente et de microévolution rapide, on retrouve encore ce phénomène. Et je reviens à mon physicien Perbach qui a dit, mais oui, ça c'est le phénomène de criticalité auto-organisée. Il a pris son ordinateur, il a simulé les équilibres ponctués de Jay Gould, et puis il a trouvé la même chose, il a sorti ce petit diagramme où il montre l'activité cumulée ici. Il y a des paliers où ça évolue lentement, puis des endroits où ça évolue très vite, etc. Il a dit c'est le phénomène de criticalité auto-organisée. Et si on regarde la statistique des extinctions d'espèces, vous voyez des grands pics. Ça, c'est le pic d'extinction à la frontière Cathay, c'est-à-dire entre le Crétacé et le Tertiaire. C'est là que les dinosaures sont disparus, mais il y en a encore une bien plus grosse à la fin du Permien. Et puis au début du Cambrien, vous avez des extinctions terribles. Et si vous faites un histogramme du nombre d'extinctions en fonction de leur amplitude, eh bien, ça ressemble tout à fait à une loi en 1 sur F, inversement proportionnel à la fréquence. Voilà, donc voilà pour la biologie, vous voyez que c'est tout un problème de dissipation d'énergie. Alors, j'en arrive maintenant à l'évolution de l'humanité. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais enfin, vous m'accordez quelques minutes. Alors, et je commence par parler des gènes et des mèmes, parce que je pense que les mèmes... C'est encore ce même Dawkins qui a dit, dans son livre, le premier livre sur les gènes égoïstes,
il dit, bon, ce qui est fondamental, c'est la réplication de l'information dans les gènes. Mais il y a d'autres formes d'information qui se répliquent. Par exemple, ce que je suis en train de vous raconter, vous allez le raconter à d'autres, puis qui vont peut-être le raconter à d'autres. Ça va se multiplier, c'est comme les gènes. Alors, est-ce que ça va dissiper l'énergie, ça? Mais il dit, oui, on peut faire une analogie. Alors, comment on va appeler ça? Alors, il a cherché un mot qui ressemble à gène, et il a trouvé le mot même, parce que ça ressemble à mémoire, finalement, puis à mimétisme, imitation, ouais, pourquoi? Et il a dit, les généticiens parlent de code génétique. Alors, il doit y avoir un code mémétique. Ben oui, un code mémétique, c'est le langage. Quand vous donnez l'information, c'est codé. Le code mémétique, c'est le langage. Les généticiens parlent de ressources génétiques. Dans une population, ce qui est important, c'est les ressources génétiques. Mais il doit y avoir des ressources mémétiques qui sont transmises, de même que les ressources génétiques sont transmises. Ben oui, c'est l'héritage culturel. On transmet à nos enfants non seulement des gènes, mais on les éduque. On leur transmet un héritage culturel. Alors, il doit y avoir une évolution mémétique, comme il y a une évolution génétique, il y a certainement une évolution mémétique, c'est l'évolution culturelle. Puis, c'était remarquable d'avoir trouvé ça, etc. En fait, il a été un peu influencé par ce monsieur qui s'appelle Luigi Luca Cavalli-Sforza, qui lui a dit, oui, alors, qui c'était ce monsieur bien connu? C'était un linguiste. Il s'intéressait aux migrations des peuples en étudiant les langues. Donc, il étudiait le code mémétique, lui. Il s'est aperçu qu'on pouvait suivre l'humanité grâce au langage, l'évolution du langage. Puis il est allé enseigner à Stanford, tout ça. Puis à Stanford, il y avait les autres dans le labo à côté qui faisaient de la génétique. Il s'est dit, mais c'est vraiment intéressant, peut-être ce que je fais avec le langage, on peut le faire avec les gènes. Et il s'est passionné pour ça, il est devenu généticien. Donc vous imaginez un linguiste qui devient généticien et fonde une science nouvelle, la géographie génétique, ce qui lui permet d'étudier toutes les migrations, notamment en Europe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'évolution de l'homme, en fait, elle est essentiellement culturelle. Et pourquoi on est passé d'une évolution génétique à une évolution culturelle? Parce que les gènes, ça met un temps fou pour évoluer. Alors que le cerveau, ça évolue bien plus vite. Donc vous avez un avantage énorme imaginez une situation où l'évolution va de plus en plus vite. Si les gènes n'arrivent plus à évoluer, ils rament et la catastrophe, les espèces s'éteignent. Il faut trouver autre chose qui permet une mémoire qui peut s'adapter beaucoup plus vite. Et cette mémoire, la nature l'a trouvée dans les cerveaux qui se sont développés depuis depuis le quaternaire en particulier, les oiseaux, les mammifères. Donc, alors, on arrive à l'homme, et je crois que pour comprendre l'homme, c'est ce que dit Cavalli-Sforza, et il y en a d'autres qui commencent à le dire maintenant de plus en plus, pour comprendre l'homme, il faut comprendre qu'il faut remplacer les gènes par les mêmes, c'est-à-dire la culture. L'évolution de l'homme est culturelle. Et on peut recopier tout ce qu'on a sur toute la biologie à condition de remplacer les gènes par la culture. C'est ça qui est fondamental. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on fait une théorie comme ça, il faut la justifier. Et on la justifie si elle explique des choses. Ça explique énormément de choses. Par exemple, une particularité de l'Homo sapiens, c'est que si vous prenez toutes les autres genres, familles ou genres d'animaux, de plantes, il y a beaucoup d'espèces. Pour un même genre, vous avez beaucoup d'espèces. Le genre, Homo, c'est un genre, ça s'appelle le genre Homo. Il y a eu beaucoup d'espèces, il y a l'Homo habilis, l'Homo erectus, on fait des paléontologies, on trouve plein d'espèces Homo différentes. Puis à un moment donné, il n'y a plus qu'une. La dernière, c'était l'Homo neanderthalis. Puis lui aussi, il a disparu. Il n'y a plus qu'un qui suit. Pourquoi lui, il a fait disparaître tous les autres? Parce qu'il y a eu ce passage au culturel qui a rendu l'Homo sapiens tellement adaptable que tous les autres, ils n'ont pas pu suivre. L'homme de Néandertal, bon, il avait quand même un cerveau, il avait même un cerveau plus gros que l'Homo sapiens. Il avait beaucoup de mémoire. Il avait une mémoire d'éléphant. Mais ça empêche de s'adapter. De temps en temps, il faut oublier pour s'adapter, parce que si on reste toujours comme on était... Si je vivais encore avec ce que j'ai appris quand j'étais jeune, je ne saurais pas me servir ni d'un portable. Donc j'ai oublié ce que j'ai appris quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai appris d'autres choses pour remplacer. Voilà, j'évolue. On fait tout ça. Ça évolue beaucoup plus vite. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est fondamental pour prouver que l'évolution devient culturelle. À un moment donné, on descend tous des primates.
Les primates, ils mangeaient des fruits dans les arbres. Puis un jour, les arbres, changement de climat, les arbres ont disparu, la savane, qu'est-ce qu'on va manger? Ben, les pauvres sont tous morts, il y en a quelques-uns qui ont survécu, mais ils ont dû manger autre chose. Ils ont mangé des racines, parce qu'avec leurs mains, ils pouvaient les attraper. Mais leur corps n'était pas du tout fait pour digérer les racines, donc il a fallu lentement que les jeunes évoluent pour s'adapter aux racines. Ça a pris des dizaines de milliers d'années d'adaptation. Ils sont devenus des australopithèques. Puis ces australopithèques, à un moment donné, ils n'avaient plus de racines à manger. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ben, ils ont mangé des cadavres, puis après, ils ont appris à manger la viande, la tuer, puis ils sont devenus l'espèce homo. Ça a pris encore des dizaines de milliers d'années. Et puis au néolithique, catastrophe. Changement de climat, les grands mammifères disparaissent, plus rien, il n'y a plus de ce que l'homme, ces légumes et qu'il était habitué, ces plantes auxquelles il était habitué, ils n'y étaient plus. Il y avait des bovidés qui mangeaient des céréales. Il n'y a plus que ça à manger, mais l'homme n'est pas fait pour digérer les céréales, pas du tout. En 1000 ans, ils se sont adaptés, ils ont mangé et cultivé les céréales. Comment ils ont fait? Parce qu'ils ont fait cuire. Les animaux, ils ne savaient pas faire cuire les choses. L'idée de faire cuire, de faire fermenter. La fermentation, c'est grâce à la fermentation que les vaches arrivent à digérer le foin. Ben, l'homme, au lieu de le faire dans son estomac et que ça arrive génétiquement, il l'a fait en dehors, culturellement, en développant la technique. Donc on est passé d'une évolution génétique à une évolution culturelle. Alors, on peut comparer, c'est intéressant de comparer les gènes et la culture. Alors, il y a deux sortes de transmission. La transmission verticale des parents aux enfants, ça, les gènes se transmettent verticalement. Mais la culture, je vous transmets de la culture comme ça, ou quand vous me parlez, vous me transmettez votre culture. Il y a des échanges, ce qu'on appelle les échanges horizontaux. Alors, dans la nature, les animaux, ils n'ont pas tendance à échanger leurs gènes. Pour voir des échanges de gènes, il faut remonter très loin, il faut remonter aux bactéries. Alors les bactéries échangent des gènes. Ça, c'est curieux. C'est déjà très primitif, mais ils disent, tiens, tu veux celui-là, je te le donne, voilà, un bon gène. Alors qu'est-ce qui se passe? Si vous échangez un échange horizontal d'informations, vous avez la formation, les bactéries forment des colonies de milliards d'individus. Bien, les hommes, ils forment des sociétés. Parce que aucun autre animal, les primates, ils forment des petits groupes, mais ils n'arrivent pas à former des sociétés comme une nation, ou comme maintenant on voit des sociétés. Donc les hommes qui partagent la même culture, donc on aboutit à l'idée que l'origine des sociétés, c'est ça. Alors, il faut essayer de comprendre. Alors, il y a un progrès très important en biologie qui est arrivé dans les années 70, dû à ce biologiste qui s'appelle Hamilton. Il a dit il y a ce qu'on appelle la sélection de parentèle. Et ce qu'il a montré, c'est que le degré d'altruisme entre les animaux, parce que ce qui est un gros problème dans la théorie du gène égoïste, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'altruisme. Si un gène est égoïste, on ne peut pas avoir de comportement altruiste. Bien, il dit qu'un comportement altruiste est possible à condition qu'il y ait des gènes communs, c'est-à-dire une information commune. Donc le degré d'altruisme entre les animaux est déterminé par la proportion des gènes communs. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été vérifié expérimentalement, quantitativement, depuis les amibes jusqu'aux mammifères. Alors, il y a d'autres insectes d'autres animaux qui ont un comportement altruiste et qui forment des sociétés, c'est les insectes. Mais justement, alors ceux-là, ils n'échangent pas de gènes. Mais ils ont une génétrice commune qui est la reine d'un nid d'abeilles, la reine. Donc ils ont des gènes communs et c'est pour ça qu'ils forment des sociétés. Donc les sociétés ne sont possibles que s'il y a une information commune, partagée, soit dans les gènes, soit pour les hommes dans la culture. Et la sélection naturelle qui agit sur l'information, elle agit sur les gènes ou elle agit sur la culture, donc sur la société. Donc vous avez une sélection naturelle qui n'agit plus sur les individus, mais sur la société. Donc on arrive à l'idée, alors ça c'est, est-ce que c'est vérifié expérimentalement ou pas par l'observation? J'en conclus que le degré d'altruisme entre les hommes est déterminé par la proportion de cultures communes. Voilà, on commence à comprendre pourquoi il y a tant de gens qui se sont fait tuer dans les 2 guerres mondiales. C'est ça l'altruisme. On se sacrifie pour la société, comme les abeilles, comme les bactéries d'une même colonie. Voilà. À l'intérieur d'une même colonie, les bactéries coopèrent. Quand il y en a une qui trouve à manger, elle le dit vite aux autres. Elle pourrait garder tout pour elle. Non, elle le dit vite aux autres.
Mais entre les colonies, elles s'affrontent, elles se font la guerre, elles fabriquent des antibiotiques. Et puis elles ne sont pas sensibles à l'antibiotique parce que le gène qu'elles se sont échangé avant, c'est celui qui permet de fabriquer le contrepoison. Donc on étudie maintenant les bactéries pour apprendre à fabriquer des antibiotiques parce qu'elles sont très bonnes à fabriquer des antibiotiques. Les colonies de bactéries se font la guerre. Ben, les sociétés humaines, elles s'affrontent. Voilà. C'est le même phénomène biologique. Alors, j'en arrive maintenant à l'aspect mathématique. Pour les mathématiciens qui sont ici, l'aspect mathématique de la question, c'est l'idée, c'est partie des années 50 avec ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Vous avez deux gars qui sont accusés d'un crime, on ne sait pas lequel des deux a fait le crime, mais ils sont emprisonnés dans des cellules différentes, ils ne peuvent pas communiquer. Et vous dites, si vous coopérez, vous aurez une remise de peine. Mais si vous coopérez et que l'autre vous dénonce, alors vous avez le maximum. Alors je coopère ou je ne coopère pas? Ouh là là, la coopération est un jeu dangereux, là. Ben, ils ne coopèrent pas, ils réfléchissent tous, ils ne coopèrent pas. Donc, en fait, ils auraient obtenu beaucoup moins de temps de prison s'ils avaient coopéré tous les deux. Mais comme aucun des deux n'a coopéré, ben, ça n'a pas été très efficace. Bon, pas de chance. Alors, il y a Robert Axelrod, qui est un prof de stratégie politique, qui a dit, oui, mais ça, c'est une situation qu'on voit tous les jours. Ce qui est important, c'est ça se reproduit. Donc, avec le même individu, c'est la fois d'avant, il n'avait pas voulu coopérer. Mais après, il a voulu coopérer. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut étudier la stratégie. Alors, il a téléphoné à ses collègues, il leur a dit envoyez-moi une stratégie. Il a appelé les mathématiciens, les psychologues. Puis, il a tout mis ses stratégies sur ordinateur, puis il les a joués les uns contre les autres. Puis, il s'est aperçu qu'il y avait une stratégie qui marchait mieux que les autres. C'est la stratégie donnant-donnant. Ça consiste à coopérer le premier coup, on prend des risques, on coopère. On regarde ce que fait l'autre. S'il coopère, on continue. S'il ne coopère pas, on ne coopère plus. Si elle se remet à coopérer, on coopère. On imite. C'est l'imitation. On fait ce qu'a fait l'autre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans une population où personne ne coopère, eh bien, la coopération peut apparaître, se développer et former des domaines où les gens coopèrent entre eux. Oui, des sociétés qui se développent. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, donnant, c'est imiter ce que fait l'autre. Alors, on comprend maintenant pourquoi biologiquement, l'imitation s'est développée, en particulier chez les mammifères, en particulier pour l'éducation des enfants. Les petits oiseaux, ils imitent leurs parents, etc. L'imitation s'est développée naturellement, et l'imitation est devenue très importante chez les primates, puisqu'en français, d'imiter, on dit singer. Alors quand on arrive chez l'homme, je vous dis pas. Bon. Donc c'est pour ça que l'homme échange beaucoup d'informations, ne serait-ce que par imitation. Alors, ça me ramène à la thermodynamique. Une transition de phase dont je ne vous ai pas parlé, c'est la transition du ferromagnétisme au paramagnétisme. Alors, je suis désolé, je suis un peu long là. Oula, vous m'accordez encore quelques minutes. Le ferromagnétisme, pour un physicien, le fer, c'est des petits aimants. Vous savez qu'un morceau de fer, si vous le mettez au contact d'un aimant, il va s'aimanter puis il va tirer de l'émail de fer, etc. Il devient un aimant. Mais si vous chauffez le fer au-delà d'une température assez forte, qui est de 770 degrés, on appelle ça le point de Curie, c'est un point critique, il se désaimente. Alors pour un physicien, ces petits atomes de fer, c'est des petits aimants, enfin il appelle ça des spins. Si vous êtes au-dessus de la température de Curie, l'agitation thermique est telle que les spins n'arrêtent pas de se retourner. Mais si vous descendez tout doucement la température, vous avez un spin vers l'eau, un spin à côté, il va se mettre parallèle. Puis le spin suivant, vous voyez, spin là, spin parallèle à côté, puis spin parallèle, puis tous ils vont se mettre parallèle. Mais là-bas, il y a un spin qui s'est mis comme ça, et les autres à côté limitent. Donc vous avez deux domaines qui se forment, un où les spins sont en haut, puis l'autre où les spins sont en bas, puis à un moment donné, ces deux domaines se rencontrent. Alors vous avez l'imitation entre deux spins voisins, la coopération à l'intérieur d'un certain domaine où tous les spins coopèrent pour faire un champ magnétique vers le haut, et puis compétition entre domaines, là vous mettez le champ magnétique comme ça, l'autre. Donc vous avez compétition, coopération, imitation, vous avez tout. Et vous avez cette transition. Alors cette transition est très intéressante parce qu'au-dessus du point de Curie, donc c'est le désordre, il n'y a pas de spin vers le haut que vers le bas. Et puis vous arrivez ici à la température de Curie, vous avez ces domaines vert et bleu qui se forment, qui sont invariants par changement d'échelle. C'est l'opalescence critique qui apparaît là. Et puis après, il y a un des deux qui va finir par l'emporter. Et vous avez des domaines de plus en plus gros où vous arrivez à la condensation finale. Voilà. Alors, j'arrive maintenant au fonctionnement du cerveau humain. Comment fonctionne le cerveau humain? Vous avez là un cerveau de singe.
le cerveau de singe, le singe, il a devant lui une lampe rouge et une lampe verte. Si la lampe rouge est allumée, il faut qu'il appuie sur la pédale gauche. Si la lampe verte est allumée, il doit appuyer sur la pédale droite. Puis s'il fait bien les choses, il reçoit une banane. Sinon, je ne sais pas ce qu'il reçoit, mais enfin, il reçoit au moins, il reçoit rien. Bon, ben, il a vite compris sur quelle pédale il faut appuyer pour avoir la banane. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous remarquez que c'est... Bon, vous avez tous entendu parler des réseaux neuronaux. En fait, chacun, c'est une petite mémoire qui peut avoir deux états. Soit elle est au-dessus du seuil, elle transmet l'information. Soit elle est au-dessous du seuil, elle ne transmet pas l'information. Donc, c'est comme les spins, il y a deux états. Et puis, ben, vous avez des zones où le signal a été transmis, puis des zones où ça ne se transmet pas. Donc, vous avez des domaines d'easing qui correspondent à la transmission du signal, et des domaines d'easing où le signal n'est pas transmis. Donc, vous voyez le domaine d'easing. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est de voir si on peut connecter un neurone à l'entrée avec un neurone à la sortie. Alors, quand vous avez des domaines d'easing, ce problème-là, c'est le problème de ce qu'on appelle, les mathématiciens appellent le problème de la percolation. C'est comme si vous avez du gruyère avec des trous, ou une tartine de pain où il y a des trous, si je mets de la confiture dessus, est-ce qu'elle va passer au travers? Ça s'appelle la percolation. Alors, j'ai dit que la mécanique statistique, j'ai oublié de dire que la mécanique statistique était toujours très en pointe, puisque au mois d'août, on a eu 4 médailles Fields, dont 2 ont été décernées pour des travaux en mécanique statistique, et en particulier un a été décerné au mathématicien d'origine russe, Smirnov, qui est prof à l'Université de Genève, et il a été décerné pour ses travaux sur les domaines d'easing et la percolation. Donc vous voyez que les mathématiques modernes sur la percolation ont directement à voir avec la manière dont fonctionne le cerveau humain. Eh bien, Perbach a dit, ben ça, qu'est-ce que vous observez? Des avalanches, c'est une transition de phase de seconde espèce. C'est un criticalité auto-organisée. Bon, maintenant, remplacer un réseau de neurones par un réseau d'individus, c'est des mémoires qui échangent de l'information, c'est exactement la même chose, vous avez des domaines d'easing. Imaginez, c'est le référendum pour l'Europe. Alors, il y en a qui disent « Ah bon, mon voisin, il a voté pour, ils ont tous voté pour, je vais voter pour. » On imite un peu ce que font les voisins. Puis l'autre, il dit « Ah non, moi, dans ma famille, ils ont tous voté contre, je vote contre. » Puis après, vous regardez une carte le lendemain des élections, des régions où on a voté pour, en rouge, puis vous voyez des domaines d'easing. Puis si vous regardez à la loupe, dans la région où ils ont tous voté contre, il y a des îlots où ils ont voté pour. C'est le même phénomène. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, l'évolution de l'humanité, ça va de plus en plus vite, c'est les progrès. Alors, il y a le progrès de la mémorisation. Ça a été très lent au début, mais enfin, ça a commencé par l'invention de l'écriture, une mémoire fondamentale, imprimerie, typographie. Alors, maintenant, ça va de plus en plus vite. Hein. J'ai pas trop le temps. Et progrès de la transmission. Je vous laisse imaginer à quelle vitesse ça va. Bon, je passe ça assez rapidement parce que je n'ai plus trop le temps. J'en arrive à l'idée de condensation au point critique. On assiste à la formation d'un cerveau global planétaire avec formation de domaines d'easing de cultures différentes. Il y a coopération à l'intérieur d'une même culture, compétition entre les cultures, et la sélection naturelle favorise celle qui dissipe le plus d'énergie. Je pense que vous serez d'accord avec ça. La dissipation d'énergie, on la voit là. En bas, le train en bas, c'est ce qu'on dissipe si on est au repos étendu sur son lit. On dissipe des calories pour maintenir notre température à 37 degrés. Mais ça, c'est ce que la société dissipe, avec les bateaux, les autos, les avions, les machines à laver. Et ce n'est pas du tout continu. Il y a des périodes de stagnation, des périodes rapides, des époques de stagnation. Donc on retrouve tous les phénomènes de criticalité auto-organisée, alternance donc. Bon, on peut reprendre tout ce que j'ai dit. Hein, pardon. Alors, voilà, une alternance des périodes d'expansion. Lorsque la culture n'est plus capable de s'adapter au changement de son environnement, elle s'éteint. La nouvelle culture les remplace. Je sais pas, vous avez peut-être tous lu le livre de Jared Diamond sur c'est pas l'extinction des espèces, c'est l'effondrement des civilisations, en particulier l'île de Pâques. Eh bien, c'est des phénomènes culturels. Alors, c'est pas évident parce que ça a des conséquences économiques terribles. Pour l'île de Pâques, ils n'ont pas vu arriver. S'ils coupaient le dernier arbre, ils fichaient en l'air leur civilisation. L'Empire romain s'est effondré, ils n'ont pas vu non plus ce qui est arrivé. Bon. L'Union soviétique, c'est tout récent. Vous voyez que c'est culturel puisqu'ils sont passés
politique du communisme au libéralisme. Donc l'effet de la Reine Rouge s'applique parfaitement aux cultures. Bon, alors il y a deux tendances, hein. L'expansion des domaines d'easing, la dissipation croissante d'énergie favorise l'expansion de domaines d'easing dont la culture dissipe le plus, mais justement, plus elle dissipe, plus elle fait évoluer l'environnement, donc la fragmentation favorise la fragmentation de ces domaines dû à l'effet de la Reine Rouge. Donc les empires coloniaux ont grossi, puis se sont fragmentés. Vous voyez ce qui peut arriver à l'Europe, c'est pareil. La mondialisation actuelle, c'est pareil. Alors, comment peut-on éviter l'effet de la Reine Rouge? C'est ça le problème, c'est éviter l'effet de la Reine Rouge. Ben, pour ça, il faut courir moins vite, mais si on court moins vite, on se fait doubler par les autres. Donc, ça ne peut, on ne peut supprimer l'effet de la Reine Rouge que avec formation d'une société planétaire unique capable de contrôler son environnement. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est une prise de conscience. Prise de conscience de l'évolution de l'environnement, on la voit depuis les années 70, les écologistes. Mais prise de conscience du mécanisme de la Reine Rouge, il y a un petit groupe qui s'appelle eux-mêmes les objecteurs de croissance, qui ont compris que la croissance pouvait poser des problèmes. Et bon, je termine en vous montrant les progrès démographiques. Alors les démographes, ils vous disent, tout a commencé au siècle des Lumières. Et on est dans une avalanche. Ça, c'est une belle avalanche. Il y en a des petites, des moyennes, mais là, c'est une grosse qu'on est en train de traverser et qui va se terminer. Parce qu'on sait que la démographie en France s'est stabilisée dans les pays développés. C'est les pays non développés où ça continue. Mais ils évoluent très vite. Donc tout va se stabiliser. On va tendre vers ce qu'on appelle la sigmoïde de Verhulst, où tout se stabilise, mais pas sans peine et sans heurte. Alors, j'en arrive à l'évolution finale. On peut entrevoir la formation d'une civilisation mondiale unique à économie stationnaire, capable de contrôler l'évolution de la biosphère. L'homme doit enfin prendre conscience, c'est lui qui est en charge de son destin. Il faut qu'il contrôle la biosphère. Si vous lisez les livres de Lovelock sur Gaïa, c'est exactement ce qu'il dit. Alors, je prendrai cette analogie, de même qu'un individu est un véhicule construit par ses gènes pour assurer leur survie, c'est ce que dit Dawkins, de même une société planétaire est un véhicule construit par les individus pour assurer leur survie. C'est à nous de prendre en charge notre destin. Et je finirai par cette petite citation de 1848 de l'économiste John Stuart Mill, qui est un contemporain d'Adam Smith, qui dit les économistes n'ont pas manqué de voir plus ou moins distinctement que l'accroissement de richesse n'est pas illimité, qu'à la fin de ce qu'on nomme l'état progressif se trouve l'état stationnaire. Voilà, je termine. C'est beaucoup plus complexe. C'était un peu long, je suis désolé. Oui, merci. C'est vrai qu'on a un peu dépassé, mais il y a quand même le temps pour des questions, j'espère. Ouais, est-ce que vous avez des réactions dans la salle? Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter. J'ai trouvé votre exposé absolument passionnant. En plus, ça m'a ouvert des... En revanche, j'ai un petit problème conceptuel. Quand vous parlez de la dissipation croissante de l'énergie, qui est un concept avec lequel je ne suis pas très familiarisé, l'univers s'organise pour maximiser cette dispersion d'énergie. Or, on observe apparemment... Localement. Comment? Oui. Oui, donc on observe actuellement que l'univers s'extend de façon exponentielle, donc de plus en plus rapidement. Il semblerait qu'une force fasse obstacle à la force de gravitation. Pour les uns, pour d'autres, il s'agirait, notamment les adeptes plutôt de la théorie monde, qui auraient tendance à dire qu'en réalité, c'est pas ça du tout. On a simplement fait des erreurs conceptuelles au niveau des constantes cosmologiques. Bon. Apparemment, et c'est ma question, comment est-ce qu'on peut concilier la dissipation croissante de l'énergie et l'organisation qui semble en être faite avec le fait qu'il faille de plus en plus d'énergie pour que l'univers s'expande? Ah non, c'est pas une énergie. Je veux dire, c'est une homothétie. D'ailleurs,
on peut montrer que l'entropie n'est pas changée, enfin l'entropie, ou l'information n'est pas changée. Si vous prenez une information, vous le grossissez, c'est toujours la même information. Il n'y a pas de changement d'entropie. L'expansion de l'univers n'est associée à aucun changement d'entropie, aucune dissipation d'énergie. L'énergie se dissipe quand ça sort de l'univers, ça franchit l'horizon cosmique. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais il faut bien comprendre ça. Et ça, les cosmologistes ont bien vu que l'expansion de l'univers ne change pas l'entropie. J'avais un commentaire. On a peut-être cette idée curieuse que l'expansion de l'univers est adiabatique. Non, pas du tout. Hein. J'avais un commentaire, c'est que maximiser l'évacuation de l'énergie, ça se fait au détriment de la durée de vie de l'individu quand même. Par exemple, on dissipe 10 000 fois moins que le Soleil, mais on vit aussi beaucoup moins longtemps. Ah oui, non, mais c'est pas l'individu qui compte, c'est l'ensemble. Je veux dire, au niveau de chaque système. Pourquoi on meurt? Pourquoi on meurt? Pour que l'évolution puisse se poursuivre. Sinon, on a une espèce de mémoire qu'il faut qu'il s'efface. Sinon, l'évolution ne marche pas. Oui, mais quel que soit le système, si vous maximisez le débit d'énergie, c'est toujours au détriment de la durée de vie. Mais il y a des avalanches très courtes, des grosses, des petites, des moyennes. Il y a tout un spectre d'avalanches, variant par changement d'échelle. Donc la durée de vie d'une avalanche peut être courte, longue, ça dépend des organismes. Hein. Est-ce que les mécanismes que vous avez évoqués peuvent expliquer la prolifération des sectes? Oui. Oui, mais j'ai parlé de sélection K et de sélection R dans une période où tout évolue très vite. La culture se pulvérise en sectes, les religions se pulvérisent. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la fin du Moyen-Âge, avec l'arrivée du protestantisme qui commençait à se subdiviser en Calvin, Luther, la religion anglicane, etc. C'est le même phénomène. C'est le passage de la sélection K à la sélection R. La religion de l'époque des croisades et des cathédrales, c'est la sélection K, et pouf, quand à un moment donné, l'évolution, tout se casse, ça va trop vite. C'est le même phénomène culturel. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Oui, bonsoir. Merci d'abord pour votre exposé qui était vraiment passionnant. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est la fin, c'est-à-dire la conclusion, où vous parlez de cette hypothèse Gaïa avec un état stationnaire. Et ça me dérange un petit peu parce qu'en fait, c'est réellement l'idée des adeptes du New Age. Alors, comment est-ce que vous percevez ça? Il faut voir quel état stationnaire. Enfin, je ne suis pas familier avec ces... Justement, ces adeptes du New Age disent qu'il faut qu'il y ait un gouvernement mondial, etc., avec ce que ça comporte de danger, absolument, le totalitarisme. Absolument. Mais il est très difficile à obtenir, ce gouvernement mondial, voilà. Parce que n'importe qui, à un moment donné, peut dire « moi, je suis mieux tout seul », et c'est ça le problème de la coopération. Voilà. Donc, on arrive à un moment où un individu tout seul aura du mal à survivre aussi bien que dans une société, mais un groupe d'individus peut décider qu'il y en a marre. Alors, ça ne peut s'organiser que si tout le monde est mieux dans la société qu'en dehors de la société. Donc, c'est un état très difficile à obtenir. Mais les états stationnaires sont les avalanches sont les états exceptionnels. Vous avez vu dans les courbes de Perbach, il y a des périodes stationnaires où dans l'évolution des espèces, il y a un temps où les équilibres ponctués. L'état normal, c'est l'état stationnaire, puis d'un seul coup, des avalanches, etc. Donc, on est dans une avalanche, on n'est pas dans un état normal. Et je pense que, alors, ça va avec ce que dit par exemple André Lebeau dans son livre L'enfermement planétaire. À un moment donné, il y a une limite quand tout s'est condensé sur toute la planète, on ne peut pas aller au-delà. Donc ça, on va inévitablement vers une fin comme ça, je pense. Enfin, peut-être André Lebeau pourra nous dire ce qu'il en pense. Peut-on prendre une autre question? J'ai du mal à imaginer à propos de l'univers. Vous dites que l'univers, au début, c'est un système thermodynamique fermé, d'accord, et puis il devient ouvert. Planck va se retourner dans sa tombe. Comment vous expliquez ça? Il faut un apport d'énergie? Non, il faut une fluctuation quantique, c'est ça ce que tout le monde dit. J'ai fait une fluctuation quantique, vous n'avez pas vu, j'ai appuyé.
Et ça déclenche tout. Mais non. Je dis simplement que le mécanisme, on n'en sait pas plus. Ce que je dis, c'est que ce mécanisme, si vous regardez, c'est le même que le mécanisme des transitions de phase continue, c'est tout. Et comme tout le reste, y compris les avalanches d'animaux ou de plantes, c'est le même processus, théoriquement. Formellement, disons. Les structures sont complètement différentes. Les fluctuations sont différentes. Les fluctuations génétiques ne sont pas des fluctuations quantiques, mais des fluctuations gravitationnelles et des fluctuations thermiques. Ces structures sont complètement différentes, mais le processus est le même. Formel, le processus formel. Dans certaines théories, on parle de plusieurs univers, d'échanges d'informations avec plusieurs univers. Alors, quels sont ces univers? Est-ce que c'est des sous-univers de l'univers dont vous parliez, ou est-ce que c'est autre chose ailleurs? Comment se situent-ils? Sont-ils ouverts? Sont-ils fermés? J'ai une réponse très simple. La thermodynamique, elle considère deux choses fondamentales, l'énergie et l'entropie. L'entropie, c'est l'information. Et l'information, on ne peut avoir d'information que dans un univers observable. Il y a peut-être d'autres univers, mais ce ne sont pas des univers observables. Donc la thermodynamique ne s'applique plus. Ouais. Bien. Merci beaucoup, François. Je crois qu'on va s'arrêter pour ce soir. Merci encore. Rendez-vous le mois prochain pour les dernières nouvelles du satellite Herschel par Laurent Vigroux, directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris. Voilà. À bientôt.